Burkina Faso, il y a une communauté appelée les Kurumba. Cette communauté a organisé donc les journées de la culture Kurumba au niveau du musée national. Et nous avons décidé d'aller à la découverte de cette communauté appelée donc les Kurumba. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous allons pouvoir échanger en long et en large avec un représentant de cette communauté et du comité d'organisation, bien sûr, de ces journées Kurumba à Ouaka. Alors, on en parlera dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, Alphonse Ouedraogo sera là pour la revue de presse, suivie donc aussi de la chronique à la découverte 2. Parce que vous le savez, chaque matin, chaque semaine, on vous amène à la découverte d'un aspect du Burkina Faso. Et voilà, bientôt, c'est la Semaine nationale de la culture, donc qui va se tenir à Bobo-Dioulasso. Et nous avons décidé de rendre hommage aussi à la belle cité du Sia en partant à la découverte du Kokodonda qui est fabriqué, qui est un pain d'origine en tout cas bobolaise. On en parle aujourd'hui à travers le témoignage de ce jour. Et dans la chronique de ce matin, qui est la chronique Un œil sur la société, nous allons revenir sur la pression de l'homme sur les arbres fruitiers. Aujourd'hui, on peut retrouver des lianes sur le marché alors que ce n'est pas la période des lianes. Le wedage, si vous voulez. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a des gens qui partent au niveau des brousses pour récupérer ces arbres fruitiers-là non mûrs pour revenir encore mettre des produits, pour faire sortir les produits avant la saison. On parlera de tout ça dans la chronique Un œil sur la société. Madame, messieurs, vous n'avez pas de raison de zapper. Restez avec nous. C'est le numéro 6 et le numéro 265 du bouquet Canal+. Et puis, bien sûr, sur la TNT, c'est le numéro 15. Merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. On y va tout de suite et maintenant à Bobo-Dioulasso, dans le quartier Koko, pour débuter l'aventure. Nous sommes installés dans la belle cité de Sia, plus précisément dans le quartier Koko de Bobo. Il faut dire que le nom Kokodonda, donc le tissu traditionnel bobolais, tire son nom de ce quartier-là, le quartier Koko. Et il faut dire que c'est le styliste Sébastien Bazemou qui a redonné la valeur à ce pain traditionnel qui était autrefois négligé, porté par des ménages modestes. Aujourd'hui, le Kokodonda est utilisé par beaucoup de Burkinabés, porté par beaucoup de Burkinabés, valorisé d'ailleurs par beaucoup de stylistes. Il y a d'ailleurs des événements de mode qui visent à valoriser le Kokodonda. Alors, on part tout de suite et maintenant pour suivre le premier témoignage de la semaine et on revient pour la suite. Je suis Cissé Moumoné et pour Madame Cissé. Nous sommes au quartier Pissi, Bonham, plus précisément, de Ouagadougou. Et comment vous vous sentez dans le quartier? Est-ce que vous, à cause du fait que vous vendez la paille là où vous fabriquez, ce n'est pas un dérangement pour les voisins et les riverains? Pas du tout. Parce que nous avons vraiment eu une grande chance. Entre nous et nos voisins, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc on ne dérange personne. Nous-mêmes, on sait que des fois, on fait des efforts pour ne pas vraiment déranger les gens, mais les voisins nous comprennent et voient que on n'a pas le choix. Ouais. Voilà. Donc tous nous comprennent. Que tous les voisins même admirent ce qu'on fait comme travail. Et puis que la famille s'est regroupée à Ouagadougou, étant donné que la famille c'était le travail. C'est le travail de la famille à Bobo. Donc moi, étant adolescent, j'ai appris à faire ça avec ma maman, avec ma grande sœur. Et maintenant, quand je me suis marié, je continuais à faire jusqu'à ce que je suis rentré dans l'administration publique. Maintenant, j'ai été affecté à Ouagadougou et j'ai fait venir ma femme. Bon, il y a un regroupement familial à Ouagadougou. Et c'est à partir de Ouagadougou maintenant, on était les seuls dans tout Ouagadougou à faire de Kokodonda. Ça, c'était depuis dans les années 90 à Ouagadougou. On était les seuls à faire dans le Kokodonda. Donc, comment ça se faisait? La descente, quand moi je descendais du travail, le soir, je préparais le tissu et je la laissais. Le lendemain matin, elle passait à la teinture.
Parce que chez nous, c'est comme ça qu'on travaille. C'était la petite entreprise familiale. Donc l'homme prépare, la femme fait la teinture. Comme ça qu'on faisait. Jusqu'à ce que Bazem C découvre notre boutique au Grand Marché. Voilà. Et ça a vraiment pris beaucoup de l'ampleur aujourd'hui. Dès lors que Bazem C a découvert votre boutique, la production était devenue maintenant comment? La production s'est multipliée. La production s'est multipliée. Puisque depuis que Bazem C a lancé le produit, puisque ceux qui portaient le produit, c'était la classe, une classe bien connue. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a la classe intellectuelle qui s'est intéressée à ça. Les citadins de la ville s'est beaucoup intéressé à ça. Donc, ce qui fait que ce qu'on produisait ne peut pas nous suffire. Ne pouvait pas du tout nous suffire. Donc, ça a pris comme ça jusqu'à aujourd'hui. On est même passé à la petite entreprise familiale qu'on faisait monsieur, madame avec ses enfants. On a dépassé notre stade. Maintenant, on est obligé de recruter des ouvriers pour faire le travail. Oui. Maintenant, c'est les ouvriers, puisque nous-mêmes, on ne peut plus faire le Kokodonda, puisque ça nous dépasse. Nous-mêmes, bon, on se contente de manager seulement, c'est tout. La labellisation, c'est une chose qui est très bonne. Et ça va empêcher les copies industrielles, ça c'est un. Secondo, la labellisation, ce n'est pas dit que Kokodonda labellisé, que tout Kokodonda, on doit forcément labelliser. Non. Puisque la labellisation répond à un critère. C'est quand vous répondez à ce critère-là, vous remplissez ce critère que vous pouvez être labellisé. Et en ce moment, les pains, on peut l'exporter à l'extérieur, à l'international. Et les pains ont une traçabilité. Voilà. Sinon, manière que nous, on a l'habitude de faire le Kokodonda, c'est vraiment, il n'y a pas de traçabilité en tant que tel. On travaille beaucoup à la tête. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a pas beaucoup de traçabilité. Maintenant, avec la labellisation, le Kokodonda sera... Il y aura une traçabilité, ça veut dire que le Kokodonda que vous allez payer aujourd'hui, paf, vous labellisez, vous prenez avec le label, vous donnez, vous répartez chez le producteur, il va te reproduire exactement la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment une très bonne chose. Mais cela n'empêche pas le Kokodonda, les gens vont continuer à produire le Kokodonda comme habituellement. Voilà. Mais il ne peut pas être labellisé sans qu'elle remplisse les conditions. Présentement, on n'a pas encore estimé ça en tant que tel, mais ça dépend de la quantité qu'on va nous commander. On s'organise en fonction de cette quantité. Puisqu'on prend les ouvriers on les paye par rapport au travail fait. Voilà, on paie les ouvriers par rapport au travail fait. Ils n'ont pas un salaire proprement dit comme ça, c'est des contrats. Ils ont fait tel nombre de pains, on les paye tant de francs. Donc en ce moment, on a nos équipements tout. On peut en produire milliers de pains. On peut en produire milliers de pains, comme on en produit une centaine de pains seulement aussi. Et il faut qu'on remercie beaucoup Sébastien Bazemo. C'est vraiment grâce à lui que le pain Kokodonda a pris de l'envol. C'est vrai que nous l'avons beaucoup soutenu, on continue à le soutenir et on continuera toujours à le soutenir. Vive le Kokodonda. Merci à vous, Monsieur Cissé. Je rappelle que la famille Cissé, en fait, c'est cette famille-là qui travaille le Kokodonda depuis bien longtemps, qui est pratiquement la première famille qui a ramené le Kokodonda à Ouaga pour en faire un métier
complet parce qu'ils sont dans la production, ils sont dans la commercialisation et puis c'est dans leur boutique là que le styliste Sébastien Bazimo a vu des motifs du cocodonda, a vu le pain là et s'est dit tiens, je vais commencer à faire une création avec ce tissu et vous avez pu voir le témoignage de la jeune fille hein, de la famille Cissé qui a d'ailleurs accueilli Sébastien Bazemo quand il est arrivé au grand marché, qui voulait acheter notamment ses pains cocodona pour ses créations. Bon, voilà, donc on vous invite encore à visiter ces boutiques-là ou encore à vous procurer de ce cocodonda-là parce qu'aujourd'hui, c'est un tissu, un pain labellisé, c'est un pain made in Burkina. Donc, porter le cocodonda, c'est contribuer au développement donc, de nos produits locaux et surtout contribuer au développement du Burkina Faso tout simplement. Merci de votre attention. On va s'informer tout à l'heure, mais avant, on marque une petite pause et on revient. Mais en attendant, on va découvrir donc les titres des différents journaux avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité? Alors, on retient que le chef de l'État séjourne depuis hier dans la ville de Sia. Et à propos, le journal citoyen affiche SNC Bobo 2024. Le président de la transition est arrivé à Bobo du Lasso. Village de Poune dans le Sanguier, une rivière sacrée aux multiples bienfaits. Nous parle donc de ce barrage citoyen. Coopération sino-burkinabé, des étudiants s'imprègnent de la culture chinoise, écrit le journal. Dans la rubrique Trait de plume, le journal écrit Bénin, la menace terroriste. Forum national de l'eau, l'or bleu et l'assainissement au cœur des réflexions, écrit donc le journal. Programme mobilité pastorale transfrontalière et stabilité sociale, les membres des comités et cadres de concertation outillés nous informent citoyens. Le journal Le Quotidien affiche ce matin Martin Ouedraogo à propos des préjugés autour du don de sang déclare ceux qui pensent qu'un ritualiste peut avoir accès à leur sang à partir de nos centres, ce n'est pas possible, rassure donc Martin Ouedraogo. Chine, la province de Hunan, un symbole de réussite à la chinoise. Certification de l'aéroport de Bobo, les auditeurs à pied d'œuvre pour la phase décisive, écrit le journal. Guibo, la SONASES rouvre ses portes, un grand soulagement pour les populations, nous annonce donc le journal Le Quotidien. Le pays parle ce matin de la rencontre entre les ministres de la Défense burkinabé et ivoirien. Et des citoyens se prononcent donc sur cette rencontre. Adama Ramdé, un avocat, déclare l'impact de ces échanges dépendra de la sincérité des acteurs. Pendant ce temps, Ernest Ouedraogo, EG de l'USTB, déclare « Travaillons à chasser le démon de la division ». Toujours dans le pays, on peut lire dans la rubrique Révélation, conseil d'administration d'Andevor Mining, l'ancien premier ministre Tetu Zongo s'en va. Risque de génocide au Burkina Faso, le mouvement Sens tire la sonnette d'alarme. SNC 2024, le président de la transition est arrivé à Bobo du Lasso, nous annonce donc le journal Le Pays. Occupation de l'espace vert, 6 côté sud de la mairie de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, des riverains interpellent le PDS, écrit le journal Le Pays. Le journal Aujourd'hui au Faso parle ce matin de l'entrepreneuriat et écrit la paroisse Saint-Marc de Nagrin outille ses fidèles, c'est-à-dire à la page 12. Suspension des activités politiques au Mali, des partis et OSC saisissent la Cour suprême. Économie, le Burkina Faso en passe d'être la 4e économie de la zone CFA en 2024 selon donc le FMI, nous informe le journal Aujourd'hui au Faso. Un code des cartons de cigarettes fraudés saisis par la gendarmerie du centre S. Situation nationale et responsabilité partagée, analyse critique et propositions prospectives de Maître Herman Nameru et c'est à lire à la page 6 du journal Aujourd'hui au Faso. Terminons avec le plus vieux quotidien privé, l'Observateur Palga, qui affiche Confédération des églises charismatiques, la nouvelle génération, 1 500 000 francs CFA pour le fonds de soutien patriotique. Situation nationale, le mouvement Sens déclare
du risque de basculement vers l'irréparable et de la responsabilité devant l'histoire, c'est-à-dire donc à la page 6. Lettre ouverte à TSR pour que tout roule mieux, c'est-à-dire donc dans l'observateur à la page 10. C'est donc une analyse de à son moins IAS IM. Accusation déstabilisation de la nation, Maître Ambroise Farama plaide non coupable. Épouse de soldats, cœur de soldats, un concept pour magnifier le pouvoir des femmes de FDS. Âge 2024, du 22 avril au 5 mai, pour la visite médicale. Nous annonce donc le journal. Match USM Alger contre RS Berkane du Maroc, le maillot de la discorde. Nous en parle, l'observateur parlera dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Merci bien, donc Alphonse. Et on revient naturellement sur l'arrivée à Bobo du président du Faso. C'était hier. Oui, tout à fait. C'était hier dans l'après-midi. Le chef de l'État, après donc, en tout cas l'entrée de la ville de Houndé, a été accueilli avec la foule que vous voyez donc en image de Houndé à Bobo Dioulasso. C'est une foule immense qui a accueilli le chef de l'État. Donc il a eu droit à ce bain de foule là pour montrer que le chef de l'État bénéficie toujours du soutien des populations, surtout dans sa volonté de reconquérir le territoire, de vaincre le terrorisme. Donc cette expression de liesse témoigne donc de l'engagement continu des populations derrière donc les autorités de la transition. Ah oui, on le voit à l'image, hein, donc Alphonse, mais il est à Bobo Dioulasso quand même pour un programme. Qu'est-ce qui est annoncé? Oui, ce qui est annoncé est que le programme du chef de l'État s'annonce donc alléchant parce que durant donc son séjour dans la ville de Sia, surtout dans la région de Haut-Bassin, le chef de l'État aura donc cette occasion d'abord de procéder au lancement des activités de la Semaine nationale de la culture, 21e édition, c'est ça la raison fondamentale. Au-delà de ça, il y a d'autres activités qui sont donc prévues, comme le lancement des activités de réhabilitation, de bitumage, des voiries dans la ville de Sia. Il va donc donner ce coup d'envoi. Également, il y a la voie qui donc Moami, Ouroudara jusqu'à la frontière avec le Mali. Cette voie a besoin d'être réhabilitée et bitumée. Et le chef de l'État va procéder également au lancement des activités de bitumage de cette route nationale numéro 8. Une autre activité prévue, c'est par exemple la pose de la première pierre d'un complexe industriel de textile appelé donc Tex Force BF. Donc il va procéder donc à la pose de la première pierre de ce complexe industriel. Une autre activité, c'est bien entendu l'inauguration d'une usine agroalimentaire, production d'huile alimentaire. Donc, toutes ces activités sont prévues et c'est des activités qui vont donc connaître la présence effective du chef de l'État. Raison donc d'accompagner, de montrer que le gouvernement, malgré ce que nous vivons, malgré la situation sécuritaire, il y a quand même ces domaines qui peuvent booster l'économie qu'il faut donc pousser et soutenir. Donc, c'est ce qu'on peut retenir comme programme du chef de l'État durant donc son séjour. Et bien entendu, il aura certainement des rencontres, voilà, tout à fait. Certainement. Merci bien. Alors, en tout cas, on se rappelle encore de l'édition passée de la SNC, comment il a été accueilli au stade. Donc, on a hâte de voir quand même à l'ouverture de la Semaine nationale de la culture, comment ça va se passer. Parce que le week-end dernier, c'était à Pau, il a été accueilli par une foule. Hier, c'était à Houndé, Bobo. On verra bien pour l'ouverture de la SNC. Alors, Alphonse, on passe au deuxième sujet. On s'intéresse maintenant au mouvement Sens, servir et non se servir. Donc, dont le coordonnateur général, c'est Maître Guy Hervé Kam, qui condamne dans une déclaration les messages véhiculés sur les réseaux sociaux qui incitent à la violence. Tout à fait. Plus d'un était donc témoin ces derniers jours des messages
véhiculés sur les réseaux sociaux, des messages audio ou vidéo qui incriminent une communauté. Et ces messages tiennent ces communautés-là pour responsables de ce que nous vivons, d'être de mèche avec ceux qui nous attaquent. Je pense que ça a été donc un message qui a beaucoup plus inquiété beaucoup de Burkinabés, parce que quand on fait le constat de ce que nous vivons aujourd'hui, si malgré tout cela, il y a des gens qui vont jusqu'à indexer des communautés, comme étant donc ceux qui travaillent avec les ennemis qui nous attaquent, c'est assez grave pour ces communautés et c'est assez grave pour notre vivre ensemble. C'est pour cela que le mouvement Sens sort donc de son silence pour interpeller, parce que nous sommes tous des Burkinabés. Il n'y a pas de raison que des gens se donnent donc ce pouvoir d'indexer des communautés, de citer des gens comme étant donc de mèche avec ce qui se passe. Donc c'est un message qui vise non seulement à limiter les dégâts, d'abord avec ces personnes qui véhiculent ces messages, il faut que ces personnes arrêtent parce que ce n'est pas bien. Toujours est-il qu'ils sont passibles de justice. L'autre élément, c'est que le mouvement Sens engage la responsabilité de l'État par rapport à cet état de fait, parce que l'État est quand même le garant des libertés. L'État doit travailler de sorte à ce qu'il n'y ait pas de messages de ce genre, surtout que ces messages ne restent pas, ou les gens qui véhiculent ces messages, que ça ne reste pas impuni. Il faudrait que l'État s'affirme. Donc je pense que le mouvement Sens entend donc interpeller l'État, ne pas être complice de cet état de fait, de faire en sorte que tout cela qui passe des messages d'intimidation, de menaces, parce que plus loin, le mouvement a regretté dernièrement les sorties de ces soi-disant appelés gilets rouges qui se promènent de domicile en domicile pour menacer certains Burkinabés. Tout cela ne concourt pas donc à la reconquête du territoire, à la paix, à notre vivre ensemble. Donc c'est assez regrettable pour le mouvement Sens et que l'État doit vraiment faire son travail. Et le mouvement va plus loin en alertant pour éviter l'irréparable, parce que si les menaces doivent se poursuivre, ça peut ne pas être bien. Tout à fait, parce que le mouvement Sens a pris des exemples des pays qui ont connu donc des génocides, comme en Allemagne avec nazis, comme au Rwanda ou au Cambodge. Tous ces pays-là ont vécu des situations terribles. Et ça a commencé avec une minorité qui commence d'abord à incriminer une certaine communauté. Et le silence de l'autorité a été accompagné les gens à passer à l'action. Donc le mouvement Sens alerte donc sur cela. L'État, s'il n'est pas l'instigateur, doit être quand même l'autorité qui doit empêcher que ces messages continuent de véhiculer, que des gens se donnent cette autorité d'incriminer certains Burkinabés. Ce n'est pas bien, surtout jusqu'à aller menacer des gens à leur domicile. Ce n'est pas normal. Donc c'est une manière d'inviter l'État de faire son travail. C'est ça. Et c'est important aussi de rappeler, surtout ceux qui menacent sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, ce n'est pas des espaces de non-droit. Vous pouvez être poursuivi pour ce que vous déclarez sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention, parce que j'en parle parce que les jeudis, je reçois la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ils ont dit que cette année-là aussi, c'est une année de répression pour la BCLCC, donc qui avise et qui interpelle encore ceux qui incitent à la violence, à la haine sur les réseaux sociaux. Ils sont obligés donc de poursuivre ces personnes-là, de mener des enquêtes, des investigations pour épingler ces personnes, parce que ça ne participe pas à la cohésion sociale du tout, alors que les autorités veulent la cohésion sociale. Donc il faut faire attention pour une publication que vous faites. Ça veut dire vous pouvez être épinglé et puis traduit en justice à cause de ça. Faites très attention. Voilà. Alphonse, on passe au troisième sujet, je vais dire. Maintenant, on s'intéresse au Mali. Donc, concernant la suspension des activités politiques et des OSC au Mali, la Cour suprême a été saisie. Tout à fait, par les partis politiques et puis les associations, surtout les OSC.
parce que rappelez-vous, depuis le 26 mars, qui était donc indiqué comme date butoir de la fin de la transition, depuis cette date, les partis politiques et mouvements et organisations de la société civile ont fait donc une déclaration pour interpeller les dirigeants de la transition au Mali, qu'il était la fin de la transition. Et depuis cette date, 11 avril, une autre déclaration qui a été signée par ces partis politiques et OSC montrait vraiment la voie à suivre, qu'il faut maintenant passer à l'organisation des élections et tout. Depuis cette date-là, les autorités de la transition malienne ont pris donc un décret qui suspendait les activités de ces partis politiques et OSC. Et je crois que cela n'a pas plu à ces acteurs-là. Donc, ces acteurs ont dénoncé cet état de fait et ils sont même allés jusqu'à déposer, jusqu'à saisir aujourd'hui la Cour suprême. La Cour suprême pour que la Cour suprême statue sur cet état de fait. Il y a des OSC, par exemple, des mouvements qui disent, qui sont des mouvements qui donnent la voix, des mouvements qui n'ont pas de récépissé, et qu'en conséquence, l'État ne peut suspendre les activités d'une organisation politique, soit-elle, que l'organisation qui a par exemple un récépissé, qui est reconnue par la loi. Étant donné que juridiquement il n'existe pas, ces mouvements-là ne tombent pas sous la coupe de cette décision, qui est donc la suspension des activités des OSC, des partis politiques. Donc en conséquence, c'est une décision qui n'incombe pas ces acteurs. C'est une décision qui ne doit pas empêcher ces acteurs-là de continuer à mener les activités. Donc je pense que la saisine de la Cour suprême vise donc à statuer sur cette question et vise à éclairer aussi l'opinion publique. L'un dans l'autre, les partis politiques et les OSC sont allés dire que aujourd'hui, la population malienne vit le martyre parce que les faits et gestes des autorités de la transition ne concourent pas à la paix. Les droits démocratiques sont remis en cause. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont dénoncées pour dire qu'aujourd'hui c'est la dictature que beaucoup de Maliens vivent aujourd'hui et qu'en conséquence, ces acteurs-là vont résister contre toute forme de violence, contre toute forme d'oppression que les autorités de la transition auraient donc à exercer sur l'ensemble des Maliens. Et les partis politiques ont promis battre le pavé contre cette décision. Tout à fait. Ça montre que les jours à venir, ça va être le bras de fer parce que je pense que les autorités de la transition malienne sont aussi fermes sur cette question. Vous avez vu qu'il y a eu un dialogue intermalien qui a été mené ces derniers jours, sans bien sûr les acteurs de la classe politique, sans ces OSC qui ont été donc incriminés et dont les activités ont été suspendues. Ça montre qu'il y a cette volonté d'aller avec ceux qui veulent aller avec les autorités de la transition malienne, mais pas question vraiment de freiner l'élan engagé aujourd'hui par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et bien d'autres, tous ceux-là qui l'accompagnent. Et ça montre aussi que la division est nette parce que les partis politiques, les OSC, ne parlent pas le même langage aujourd'hui avec, en tout cas, les autorités de la transition. Donc, c'est une situation qui interpelle et je crois qu'ils sont même allés interpeller la communauté internationale d'intervenir parce que les droits et acquis démocratiques sont en train d'être remis en cause par les dirigeants en place actuellement au Mali. Bon, ça m'étonne si je devrais comparer au Burkina. Ça fait quand même longtemps, dès le début de la transition burkinabé, que les activités des partis politiques... Oui, mais le contexte est un peu différent. Okay. C'est vrai que c'est tous des pouvoirs de transition, mais si vous voyez que au niveau du Mali, beaucoup commencent à donner la voix, c'est parce que le délai qui était imparti à la transition est expiré. Okay. Tout à fait. Donc, c'est à l'expiration donc, de cette date-là que les uns et les autres ont commencé à donner la voix. Donc, ça ne sera pas exclu qu'au Burkina aussi, des gens aussi donnent la voix après donc, la période de juillet qui arrive où c'est une date qui cristallise les regards attendue par plus d'un Burkinabé. Okay. Ce n'est pas exclu.
On verra bien. Merci bien, Alphonse, de ces analyses. Et nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps de ces quelques vies d'affaires météo. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bono Afou Kouamfé. Il est donc le commissaire chargé des relations extérieures des journées Kurumba à Ouaga, donc les JKO. Il faut dire que les journées Kurumba se sont tenues les 20 et 21 avril dernier. On en parle avec notre invité aujourd'hui. Bonjour Monsieur Kouamfé. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Les Kurumba. Donc, tout de suite, ce qu'on veut savoir, qui sont les Kurumba? Merci beaucoup. Qui sont les Kurumba? Avant de répondre à cette question, je vais donc vous remercier de m'avoir reçu. Demander au bon Dieu d'accompagner donc nos FDS et nos VDP. C'est les mêmes qui sont chargés des choses. Garder notre sécurité et prendre véritablement aux malades. Merci bien. Voilà, donc merci beaucoup et que la paix revienne au Burkina Faso. Voilà, qui sont les Kurumba? C'est ça. Les Kurumba sont des peuples. Selon l'histoire des formations politiques et sociales du Burkina Faso, sont des peuples qui sont installés au Burkina depuis le 4e, 5e siècle. Ah oui. Donc, avant, disons, plusieurs peuples. Et c'est un peuple qui a sa culture, qui a sa tradition, qui existait bien avant. Et malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas trop connu. Donc, qui se retrouve dans le Sahel et dans le centre-nord. Ah, principalement dans le Sahel et le centre-nord. Oui, Okay. c'est là-bas les bases. Mais aujourd'hui, si on parle de Kurumba, les gens les confondent, soit au Mossi, soit au Peul, ou d'autres communautés. Donc je pense que le moment est arrivé pour quand même fasse comprendre aux autres communautés et au Burkina Faso qui sont les Kurumba. Donc c'est une communauté à part entière qui existait, une communauté autochtone qui existait au Burkina Faso depuis le 4e, 5e siècle. Ça veut dire que les Kurumba, en fait, c'est pas comme... ils ne sont pas confondus aux autres ethnies. C'est pas comme si on retrouvait des Kurumba dans l'ethnie Mouaga ou l'ethnie Moussi ou des Kurumba dans l'ethnie Peul. Non? Oui. Aujourd'hui, on les retrouve partout. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis à Ouagadougou. Je suis un Kurumdé, mais nous savons que Ouagadougou, c'est un territoire Mouaga. Avec les déplacements, on les retrouve partout. Mais même hors du pays. Mais l'essentiel, c'est de savoir quelle est leur origine. Est-ce que cette communauté même existe? C'est ça qui est important. Donc, il faut faire la différence. Ce n'est pas pour peut-être faire un repli identitaire, non. Ce n'est pas pour dire que nous valons mieux que d'autres communautés, non. Mais c'est pour dire que les Kurumba, c'est une communauté à part qui est là. Et si on les cherche, qu'on les retrouve. C'est comme on dit, moi, M. Kouamfé Bono Afou, si on dit M. Kouamfé Bono Afou, qu'on doit retrouver M. Kouamfé Bono Afou. Ou bien si on dit Mme Nikema, qu'on sait qui est Mme Nikema. Mais il ne faut pas qu'on va dire qu'on veut Mme Nikema et on va appeler M. Kouamfé pour répondre à la page de Mme Nikema. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience de vouloir promouvoir cette culture Kurumba. Alors, M. Kouamfé, maintenant pour revenir, pour mieux vous connaître, c'est quoi en fait les valeurs culturelles ou quelle est la différence en fait qui va permettre de reconnaître un Kurumba? Très bien. Madame Nikema, aujourd'hui pour connaître un Kurumdé, ok. Ça c'est le singulier. Voilà. Kurumba, les Kurumba, c'est les plus grands. Un Kurumdé, il y a d'abord ce qu'on appelle la valeur matérielle et la valeur immatérielle. Aujourd'hui, il y a la langue. À travers la langue, on peut savoir si vous êtes un Kurumdé ou une autre ethnie. Ou une autre... Et c'est quelle langue vous parlez? C'est la langue Koromfé. Koromfé. Voilà. Ça s'apparente à quelle langue? C'est une langue à part entière. Ok. C'est une langue à part entière. Et heureusement que vous avez posé la question de la langue Koromfé, il y a beaucoup qui nous suivent. Je suis un Kurumdé. C'est l'occasion pour moi-même de demander une minute
pour mettre à cette langue, pour voilà, adresser ça, donc, nous, on va savoir voilà, pour à adresser donc à tous ceux-là qui nous suivent là, okay. qui a la langue. Donc, na zemana doba, te yote wete Congo, savanti vila yirumo, babo, te ubeyebu, hongo gila, uko kurumbo benge, uko la hebu, uzansu wala, uzaho yeblana. Te na nata wire kon cheka pa, a kurumbo benge, pardon yere kong, ute a home de Congo pilang, suis chauffé, la suis chauffé la radon, un musée national quoi. Donc vous avez yeblana, uko doba. Na zemana doba te, ayeko Congo, a somme de fait là, la kondorsu, wala ma akuru fenango, na fois bengil, ton fois du gore. Combattre là, atmosphère combattre la somme de fait. Nazimana do Barca. Ah, Barca. Barca existe chez vous aussi. Ça dit merci. Oui. Ok. Ça dit merci aussi à Moré. C'est ça. Ok. Il y a quand même est-ce qu'il n'y a pas de ressemblance avec certaines langues du Burkina? Oui. Si on va prendre la plupart des langues, il y a quand même des mots c'est faire. Ça c'est clair. Que ce soit en Peul, que ce soit en Yula, que ce soit en Moré, que ce soit en Chonrai, que ce soit, il y a quand même ces similitudes-là qui se retrouvent dans les langues. Donc, pour continuer... Donc, la langue d'abord. Il y a la langue d'abord. Ok. Qui fait la différence. Qui fait la différence. Il y a ce qu'on appelle les rites. Ok. Qui font la différence. Aujourd'hui, les rites Korumba et les rites des autres ethnies, il y a quand même cette différence qui est là. Il y a la danse qui fait la différence. Nous avons notre manière de danser qui fait la différence. Il y a les mets locaux. Ça veut dire que même le manger. Oui, qu'est-ce qu'on retrouve par exemple? C'est bien de citer des exemples en même temps. Si on va prendre par exemple ce qu'on appelle chez nous le sorda. Le sorda. Ouais. Le sorda, c'est ce que en français on appelle la cassatura. La cassatura, c'est une nourriture que les Korumba ont retrouvée et que je peux dire que c'est eux qui ont commencé à utiliser ça. C'est les feuilles de la cassatura. Et que si on fait le couscous de la cassatura, c'est un Korumba fait. Le couscous de la cassatura, vous goûtez. C'est couscous avec feuilles. C'est comme couscous avec exactement, tout le moringa. Le moringa. Ouais. Okay. Il y a ce qu'on appelle le congolais. Le congolais, c'est la Scardinia assasta. C'est le nom scientifique. Ah oui, c'est le nom scientifique. Donc, ça veut dire que le congolais, chez nous, c'est encore un fait. Ok. Donc, ça aussi, notre. C'est fait à base. C'est à base, c'est les feuilles également à base de la Scardinia assasta. Et qu'on fait le couscous avec. Et c'est là-bas qu'on le trouve ça. Il y a le gourmand. Le gourmand, c'est vraiment, c'est genre une bouillie qu'on fait, mais c'est une bouillie sans préparer, en fait. Maintenant, c'est lors des fêtes, donc des Korumba, à la sortie, par exemple, du chef, c'est ce que nous utilisons. Ça veut dire que c'est un repas à part entière. Vous comprenez? Donc, et il y a le plat capital qui est là, qui est le crapaud. Le crapaud, oh oui, le crapaud, ça fait pas de la viande la plus délicieuse, c'est le Korumba. Ah oui, aujourd'hui, si on fait une fête, et puis la première question qu'on va poser, c'est le crapaud sierra là, à pâté, ma pané. On appelle ça comme ça. On dit à pâté. Ça là, c'est une spécialité Korumba. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, on découvre un monsieur qu'on fait. C'est bien. C'est moi, comme ça là, comment je fais pour reconnaître aussi un Kurumdé à travers le style vestimentaire? Très bien. Par exemple, aujourd'hui, il y a des pailles Korumba qu'on appelle à Soukhonfé. Ça veut dire que c'est traditionnel. Mais la manière de faire, quand on regarde, on sait. Et il y a aussi les bonnets, par exemple les bonnets que j'ai portés actuellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens confondent. Les gens, quand ils ont, comme on vend, on achète, et puis si on a l'argent, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'acheter. Sinon, qu'il y a des bonnets, quand on les porte, on doit savoir d'où vous venez. Est-ce que les Haoussa ne portent pas pratiquement les mêmes bonnets? Pareil, mais seulement c'est les tirets et les choses, les designs qui changent. À travers les designs, pour ceux-là qui maîtrisent, savent que lui, non seulement il est Korumdé, mais dans la famille Kurumba, là, où il est placé. Par exemple, il y a des princes, il y a ceux-là qui égorgent, les Kéchos, il y a les Falau, il y a tout ça dans les Korumba. À travers le bonnet, on sait quand même que tu es proche de la famille, disons, royale ou pas. Donc, c'est exactement ça. Mais en dehors de l'art vestimentaire, il y a aussi le patronyme qui est là.
Oui, le patronyme. Ah, le patronyme qui est Donc, là. on a l'exemple parfait. Par exemple, Qu'est-ce Confé. qu'on peut citer encore? Par exemple, aujourd'hui, si on dit Confé, Uh-huh. on sait que c'est un Kurumde. Ok. Si on dit Sawadogo, vous voyez que les gens pensent que les Sawadogo, c'est des moussis. La Sawadogo sont des Kurumba. Sawadogo, à l'encore, veut dire Sawadogo. C'est maintenant qu'on a laissé. Donc, il y a les commis. Commis. Un commis que vous avez l'habitude de recevoir sur votre plateau. Il y a les Kerege, il y a les Tao, il y a les Belem, il y a les Kundaba. Ah oui. Vous voyez? Donc, il y a les Kerege que j'ai cités, il y a des Badidi. Vous voyez? Donc, il y a des patronymes. Si on veut compter, il y a au moins 66 patronymes Kurumba qu'on peut citer. Et que si vous attendez raisonner ces patronymes-là, si on veut faire les recherches, on sait que c'est un Kurumba. Et c'est très facile. Il faut vraiment vous interroger à la langue. Puisque la plupart, par exemple, une fois j'ai causé avec un Sawadogo, j'ai dit Sawadogo c'est un Kurumba. Il me dit non, lui il est ignorant. J'ai dit c'est vrai, vous êtes ignorant aussi. Mais vous êtes là avant le 15e, le 16e siècle, puisque les Mossis sont rentrés au Burkina Faso le 15e, 16e siècle. Lui il se réclame aussi. J'ai dit mais est-ce qu'avant, vous êtes là avant les Mossis, oui ou non? Il dit oui, qu'il est là avant les Mossis. Avant les Mossis, tu parlais quelle langue? Ah, il est là. Bah, c'est pas lui, c'est ses Oh, arrières. oui, c'est leurs arrière. parents. Voilà. Donc, il parle pas, il répond pas. J'ai dit, mais c'est ça. Il faut t'interroger. Avant les mots, il y avait une langue que tu parlais. Et c'est cette langue-là qui te qualifiait. Et c'est aujourd'hui, c'est pas parce que tu as oublié cette langue, ou bien pour des raisons diverses, que tu vas dire que non, tu es mort. C'est normal. Nous ne disons pas que nous valons mieux que les mots, mais il est important de savoir que tu es. C'est très capital. Ouais. Et pour vous, en fait, mettre en lumière cette communauté Kurumba là, qu'est-ce que ça va apporter? Très bien. Vous avez vu le thème qu'on a utilisé pour les journées Kurumba. Culture, cohésion sociale et résilience, quel apport au peuple Kurumba? Les peuples Kurumba avaient leurs valeurs. Et que si réellement tout Kurumde qui s'élevait et qui respectait ou qui dupliquait ces valeurs-là, c'est difficile qu'il y ait quand même aujourd'hui cette guerre que nous vivons. Il y a la tolérance. Le Kurumde, c'est quelqu'un qui est trop focalisé sur la tolérance. Et c'est comme on dit, le Kurumde, c'est quelqu'un aussi qui rassemble. C'est un rassembleur. Donc quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui a la tolérance, quelqu'un qui a la pitié. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout qu'on parle des bagarres. Si ça vient, c'est vrai qu'il résiste, mais il n'aime pas. Vous voyez, quand c'est comme ça, un Kurumde qui a ces valeurs-là et qui les duplique, c'est difficile qu'on ait quand même la guerre que nous vivons. Okay. Si tu as la pitié de quelqu'un qui te tolère, qui n'aime pas faire la bagarre et qui t'aime plaisanter, le sourire, c'est le Kurumde. À tel enseigne que vous, Madame Nikema, si moi je vous épouse en tant que ma femme, vous allez voir que toute cette paix-là va faire de sorte que les gens vont croire que non, est-ce que la dame là, elle n'a pas que son mari? Non. C'est un monsieur qui privilégie la paix au lieu de la raison. Et ça, c'est le Kurumde. Vous allez comprendre que si tout le monde allait quand même épouser ces valeurs-là, mettre en avant la paix et au détriment de la raison, mais écoutez, il n'y a rien de tel. Donc, on ne va pas arriver à des problèmes que nous vivons actuellement. Et je rappelle que ces journées des Kurumba se sont déroulées notamment au Musée national les 20 et 21 avril dernier. Quel est l'objectif de ces journées? JKO, journée Kurumba à Ouagadougou, l'objectif principal, c'est de promouvoir la culture Kurumba. Et faire connaître cette culture en même temps, donc promouvoir. Ouais. Il faut vraiment d'abord connaître, conserver et promouvoir. Ça, c'est l'objectif. Parce que les ICAO, nous sommes à la 3e édition. La première édition a eu lieu en 2019, la deuxième en 2020. Maintenant, entre 21, 22, 23, on n'a plus les ICAO. Parce que tout simplement, ces années-là,
ça veut dire que le tourisme a tellement été accentué dans les communautés Kurumba. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un qui compatit, c'est quelqu'un qui a la pitié. On a jugé nécessaire de reconvertir nos fonds-là vers l'aide des personnes déplacées. Au lieu de vouloir faire, disons, un festival ou une journée Kurumba. Donc, nous, aujourd'hui, on a dit, mais c'est vrai, nous sommes dans un contexte de résilience. Et qui dit résilience, c'est quelqu'un donc qui, malgré le traumatisme que tu as, de vouloir vivre avec, et en trouvant des solutions dans ces contextes. C'est pour cela, cette année, on a dit, il faut quand même réorganiser ces journées Kurumba-là, pour ne pas perdre quand même les cultures que nous avons. Parce qu'il y a si des gens sont nés en 2020, nous sommes en 2024, ça veut dire que les personnes risquent de ne rien savoir, puisqu'on n'en parle plus. Donc, voilà l'objectif d'abord de l'organisation des journées Kurumba en 2024. Ok. Et vous nous parliez de danse à travers ces images, on voit un peu, on a une idée de ce que ça ressemble, hein, la danse Kurumba. Kurumde. Voilà, on peut parler du singulier. Tout à fait. Et voilà. Bon, après on verra bien, on va écouter l'élément en fin d'émission et on verra bien donc les sonorités. Ok. Est-ce que maintenant en termes d'activité, le contenu en fait de ces journées-là, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 2 jours? Très bien. Les 2 jours, la première jour, ça veut dire que le samedi passé, il y a eu la cérémonie d'ouverture à partir de 10h. Et c'était l'occasion donc de rassembler toutes les autorités burkinabé et les autorités Kurumba pour quand même écouter leurs messages. Quelle conception ils ont donc des journées Kurumba. Quels sont leurs mots. Et après cette cérémonie d'ouverture-là, nous avons eu les expositions. Ce qui est important chez nous, vraiment, c'est l'exposition. Qu'est-ce que nous avions? Et il y a les masques, il y a les instruments Kurumba qu'on a exposés, il y a les défilés. Si on dit défilé chez nous, c'est pas juste marcher, mais défiler, marcher et présenter quelque chose qui parle. Donc, dans le défilé, il y a l'art vestimentaire, il y a les tresses que les filles, quand même, elles ont su stresser. Chez nous, dans la communauté Kurumba, à travers les tresses, on peut savoir si vous êtes marié, si vous êtes veuve ou vous êtes célibataire. Okay. À travers vos tresses. Donc, on n'a même pas besoin de parler. Si je vous vois seulement, si votre cœur est à prendre, je me prépare. Si votre cœur est déjà prêt, je me prépare. Si votre cœur est à prendre à nouveau, je me prépare. Ah oui. À travers donc les tresses. Donc, vous avez démontré tout ça à travers les défilés. Ah oui, à travers les défilés. Donc c'est un défilé qui parle. Maintenant, à travers les défilés également, il y a les instruments que ces personnes qui défilent là utilisent. L'agriculture par exemple, la charge, c'est que nous utilisons pour manger nos instruments, puisque les plats actuellement là, nous ne les utilisons pas avant. Oui. Donc nous avons nos plats qui sont faits à base du bois. Donc nos défilants utilisent ça pour pouvoir tracer un peu l'histoire de Kurumba. C'est exactement ça. Ah oui, c'est plusieurs activités en même temps. Ouais. On va revenir sur la natte de la dame qu'on a vue tout à l'heure à travers les images. Okay. Comme ça, vous allez nous dire s'il s'agit d'une demoiselle, d'une femme ou... Par exemple, ça, cette trace-là, vous voyez que c'est les deux côtés sont dirigés vers le bas et celle qui est derrière là, c'est dirigée vers le haut. Ça veut dire que c'est une femme veuve. Une femme veuve. Ouais. Ok. C'est-à-dire qu'elle elle est à la recherche d'un nouveau cœur. Son D'accord. cœur ne veut plus. Ok. Donc, un nouveau cœur, c'est bon à prendre. Avec quelque chose attaché derrière, je ne sais pas, un morceau de... Ouais. Ah oui? Ouais. Ça veut dire quand on regarde ça, c'est allumé en fait. Ok. Et la recherche. D'accord. Voilà, d'un nouveau cœur. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Confé, Merci. pour ces témoignages-là. Ça nous permet de découvrir cette communauté. Ouais. Alors, vous avez tenu les activités le 20-21 avril passé. Est-ce qu'en général, vos objectifs ont été atteints? Et est-ce que vous avez eu aussi la participation d'autorités Kurumba? Ouais. Merci bien. Effectivement, on a tenu les activités 20. J'ai parlé de l'exposition. Le 21, on a fait vraiment une conférence publique. Ok. Et que les autorités Kurumba étaient présents. D'accord. Non seulement ils étaient présents, ils étaient très contents. Ils nous ont encouragés
à continuer dans cette lancée. Les autorités burkinabées, les autorités chonraï, bon, et je ne pourrais pas citer les noms, ils étaient tellement contents de cette organisation à nouveau. Parce que, comme je le disais, on les faisait, on avait suspendu. Tout cela, ils ont dit, s'il y avait de telles organisations, c'est vrai, on ne pouvait pas savoir, mais ça pouvait réduire les crises. Parce que c'est pour promouvoir la paix en même temps. Et c'est très très important. Donc ces personnes-là nous ont dit, ce que vous faites, vous pensez que vous le faites pour vous-même, mais vous le faites au nom de toute la communauté Kurumba et vous le faites au nom de tout le Burkina Faso. Le message est fort. C'est pour dire que désormais nous ne sommes même pas libres de choisir d'arrêter l'organisation ou de continuer. Tellement les gens nous attendent aux prochaines éditions. Donc l'objectif est vraiment atteint. Et ça nous a permis aussi les déplacés internes qui sont là depuis 2020, depuis 2021, depuis 2022, depuis 2019 aussi on peut le dire. Et donc, qui n'ont jamais entendu parler, écouter le son du tam-tam Kurumba. Vous savez, il y a des... dans le communauté Kurumba, le son du tam-tam, c'est un langage. Ça parle. Et quand vous comprenez ce langage et on tape, ça veut dire que votre cœur, votre organisme, c'est la chair de poule. Tellement ça vous rappelle de cette histoire. Mais on a vu des gens à peine même vouloir verser des larmes. Parce que tout simplement, ça fait depuis longtemps qu'ils n'ont pas quand même écouté ces genres de sons. Depuis longtemps qu'ils n'ont pas vu danser ces genres de danse. Depuis longtemps qu'ils n'ont pas vu des gens chanter de la sorte. Tout simplement à cause de l'insécurité. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cœur plein de joie. Que nous remercions toutes les autorités, que nous remercions tous les participants, ceux qui étaient là pour nous écouter. Parce que si tu parles, il faut bien que quelqu'un écoute. Donc, parce que notre nous ne voulions pas plus que ça. Et c'est atteint. C'est atteint. Ouais. Merci beaucoup, M. Confé. Nous aussi, on a épuisé notre temps, sinon le temps est atteint. Voilà, okay. On va devoir s'arrêter ici. Okay. Et puis certainement, les autres éditions, on va vous recevoir plus tôt pour parler de ces journées Kurumba. Merci beaucoup. Merci. On vous permet de dire au revoir dans votre langue. Rappelez-moi le... Voilà, la langue Koronfé. Koronfé. Voilà. A sebrela ou ko belibela a dugo ko lezo mukay a yele ko ndo ya wasi donc barka nane a dofle yibul ho bani dofle ti ho kan hana kende ko ene barka nane barka. Merci bien. Restez avec nous. Merci. Je rappelle que monsieur Bono Hafou Confé est le commissaire chargé des relations extérieures des journées Kurumba à Ouaga. Donc ces journées se sont tenues, il faut le rappeler, les 20 et 21 avril dernier au Musée national. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour accompagner notre invité, je vous propose de suivre l'élément sur leur journée. Donc les journées Kurumba qui sont tenues au Musée national. On va suivre quand même un bout, le temps d'installer notre prochain invité. La 3e édition des journées de Kurumba Jikao à Ouaga qui se sont déroulées au Musée national de Burkina Faso le 21 avril 2024 ont mis en avant le thème de la culture, de la cohésion sociale, de la résilience au Burkina Faso. L'événement a débuté par l'interprétation de l'hymne national en langue Kurumfé, suivi d'un discours du comité d'organisation prononcé par M. Confé Moussa. On espère que vous allez passer vraiment d'agréables moments en notre compagnie. Et c'est pour cela que je ne vais pas être plus long. Une prestation animée de Nongré a ensuite été présentée. Et le chef coutumier de Pobé Mengaou, le Yohula, a pris la parole en son nom et au nom des 3 autres grands chefs de la communauté Kurumba qui n'ont pas été présents, savoir le Péléo, le chef de Toulfé,
les Kario, chef de Arbinda, et le Terio, chef de Bourzanga, pour souhaiter la bienvenue aux participants. Ils ont convié d'autres communautés telles que les Dogons, les Piles et bien d'autres encore. Les tambours ont résonné et les percussionnistes ont fait danser les invités au rythme entraînant de la musique Kurumba. Le professeur Al-Kassoum Maïga a ensuite pris la parole pour retracer l'histoire des Kurumba, soulignant une époque où la culture Kurumba jouissait d'un grand respect et était pleinement valorisée. Il mentionne de Waïvia à Tulfe en passant par Pobe Mengao jusqu'aux autres localités d'Arbinda, on circule aux heures voulues sans aucune inquiétude et l'accueil chaleureux est réservé à chaque étranger comme s'il était chez lui dans ces 4 royaumes des Kurumba. Je parle de la beauté du peuple Kurumba. Parce que pour ceux qui ont connu le Sahel des mosaïques, le Sahel un temps de paix, le temps où tu pouvais traverser du Soum à l'Oudalan, du Yaga à l'Oudalan, du Sero au Soum, dans la tranquillité, dans la quiétude. Cette différenciation entre les 4 royaumes met en lumière la diversité au sein de la communauté Kurumba et la richesse culturelle qui les caractérise. Chaque royaume possède ses propres traditions, coutumes et spécificités qui contribuent à enrichir le patrimoine culturel du Burkina Faso. La thématique de la cohésion sociale et de la résilience a également été abordée, soulignant l'importance de maintenir l'unité et la solidarité au sein de la communauté Kurumba face aux défis et aux violences éventuelles. Les intervenants ont mis en avant l'importance de la paix et de la sécurité pour permettre à la culture Kurumba de s'épanouir pleinement. Cet événement a permis aux Kurumba de se rassembler, d'échanger et de partager leurs expériences et leurs savoirs, renforçant ainsi les liens qui les unissent. Au final, ces journées des Kurumba Jikawo ont été un véritable succès, mettant en lumière la diversité culturelle du Burkina et renforçant la fierté et l'identité des Kurumba au sein de la société burkinabé. Cette reconnaissance et cette valorisation des spécificités de chaque royaume contribuent à renforcer l'identité et le sentiment d'appartenance des Kurumba, tout en valorisant le dialogue et les échanges interculturels au sein du pays. Il faut souligner que la journée de... Alors, nous poursuivons avec l'aventure d'aujourd'hui. Vous le savez, chaque mardi, vous avez rendez-vous pour votre chronique Un nœud sur la société Jungle. Et nous sommes avec Monsieur Sibiri Kieno. Il est professeur d'SVT, professeur donc des sciences de la vie et de la terre au niveau de Komsilega. Bonjour, Monsieur Kieno. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, ensemble, on parle donc de la pression humaine sur les arbres fruitiers. Donc, on va prendre l'exemple du manguier, en fait, du liane, et donc des carités et des résiniers. Voilà. C'est 4 fruits, hein, mais on sait qu'il y en a beaucoup encore, mais fallait faire un choix, justement. Alors, pourquoi c'est important de parler de la pression aujourd'hui de l'homme sur les arbres fruitiers? Parce qu'avant, on parlait de la pression de l'homme sur, que ce soit la coupe abusive du bois et autres, mais aujourd'hui sur les arbres fruitiers. Pourquoi c'est important d'en parler? Alors,
il y a un proverbe moi, qui dit que son war par un tour seul. Ça veut dire que c'est... On ne parle que de l'actualité. Voilà, c'est ce qui est actuel qui intéresse les gens. Alors, quand vous prenez actuellement, nous sommes en avril. Alors, dans les villages, les gens n'ont pas encore ces fruits-là. Mais quand vous prenez l'exemple, par exemple, des lianes, vous allez les retrouver dans les grandes villes. Les gens sont en train de les vendre déjà. Donc, il y a un problème. Tout le monde sait que ce ne sont pas les fruits mûrs qui sont vendus, mais ce sont des fruits qu'on a forcés à mûrir. Et avec quel processus? Alors, tout ça, ce n'est pas à l'avantage des consommateurs. Donc, c'est pour cela qu'on en parle. Et je pense que les semaines, la semaine passée, ou il y a 2 semaines de cela, alors, vers Bobo, on a saisi des gens qui vendaient déjà des lianes. Beaucoup de quantités, de grandes quantités de lianes qui ont été récoltées et qui se vendaient déjà dans la ville. Alors que ce n'est pas encore la période. Ce n'est pas encore la période. Donc, il faut qu'on en parle et il faut sensibiliser pour que les gens arrêtent cette pratique, alors qui n'est pas à l'avantage de l'environnement, qui n'est pas à l'avantage de la santé des populations. C'est ça. Vous parlez certainement de cette saisie donc, de la police, de ces lianes non mûres-là. Il y avait des gens qui sont allés arracher des lianes non mûres et qui avaient emmagasiné ça qui avaient mis ça dans des tricycles, communément appelé taxi-moto, et qui convergeait de Bobo vers Ouaga. Et heureusement que la police a mis la main sur donc, ces lianes-là et a pu récupérer, parce que justement c'était des lianes encore tout verts, c'était pas du tout mûr. Et Dieu seul sait ce qu'ils allaient venir faire donc, sur ces fruits-là. Alors, on a pris l'exemple donc, de ces fruits, des 4 fruits. Pourquoi en fait le choix donc, des mangues, des lianes, des raisins et du karité? Alors, le choix est simple, comme vous le dites. Alors, il y a beaucoup de fruits qui subissent la pression, mais nous avons choisi les exemples qui sont les plus commercialisés dans la ville de Ouagadougou et dans les grandes villes en général. Alors, quand vous prenez les lianes, alors en avril déjà, comme on le constate, les gens ont commencé à arracher pour vendre. Les karités, c'est pour bientôt. Les raisins aussi. Les mangues. Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est la période, il n'y a pas de problème. Mais avant même la période-là, les gens subissent cette pression-là. Je me rappelle ce monsieur de commissariat qui m'a dit que lui, ces manguiers lui créent des problèmes. Parce que quand les manguiers commencent à donner les fruits seulement, la pression des femmes, là, ça lui fait peur. Alors, tu es à la maison, tu vois une femme qui vient chez toi et elle veut les mangues. Alors que ce n'est pas encore mûr. Tu dis ce n'est pas mûr, alors... Le temps que tu cherches, elle est sur l'arbre là en train de faire descendre les mangues là. Et après, elle te dit de venir, on va parce qu'elle veut acheter. Voilà, on va mesurer maintenant et pour que tu payes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas bien. Alors, le fruit qui est récolté précocement, il n'a pas atteint sa croissance normale, il n'a pas atteint son poids normal. Donc, en termes d'économie, même, c'est une perte. Sans compter le fait que si on le prend comme ça, alors, il ne va pas répondre aux qualités normales d'un fruit qui est bien mûr selon le processus. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on a pris les exemples qui sont courants à Ouagadougou. On parle de pression, mais si on devrait expliquer, c'est quoi en fait cette pression? Alors, la pression, c'est le fait que les gens, ils récoltent d'abord de façon abusive, voilà, de façon exagérée. Sinon, les fruits, en principe, c'est pour tout le monde. Quand ça est dans la forêt, c'est pour l'ensemble de la population. C'est aussi pour les animaux. Les animaux, ils mangent et vivent de ça. Maintenant, quand nous mettons à parcourir toutes les forêts pour récolter tout ce qu'on rencontre, pour venir vendre, il y a une pression déjà. Mais le fait aussi que nous récoltions les fruits avant la période, de façon précoce, ça constitue une pression. Alors, tu peux parcourir à un certain moment la brousse, tu vois que tous les qualités là, on a tout récolté. Les résiniers, là, c'est pareil. Bon, quand c'est comme ça, vous voyez que le voyageur qui a faim, l'animal qui cherche à manger, alors, quelqu'un a déjà tout pris et pour pouvoir chercher l'argent. Et tous ces gens-là, alors, ils ne peuvent rien trouver dans la nature. Alors que la nature avait prévu, voilà, et avait pris en compte tous ces gens-là et qui auraient des difficultés
alors ils pourraient utiliser ces fruits-là pour manger. Donc, parce qu'avant, si vous prenez donc la bourse, vous avez la possibilité à un moment donné de vous arrêter, prendre un peu de raisin, un peu de karité quelque part. Bon, ce n'est plus forcément le cas tout le temps. Mais parlons maintenant des conséquences même. Parce que quand ils enlèvent en fait ces fruits-là, c'est pour après mettre des produits ou traiter, donc pour revendre assez rapidement. Quelles sont les conséquences en fait du fait d'enlever ces fruits précocement pour traiter et revendre? Avant d'aborder les conséquences sur la santé des populations, vous allez parler même d'autres conséquences. Par exemple, quand on récolte comme ça, quand il y a une certaine pression comme ça, alors vous voyez que les anciens estiment que ça fait que les arbres ne produisent plus bien. Ça joue sur le rendement futur même des arbres. Là. Quand il y a une certaine pression comme ça, c'est pas bien. Et quand vous prenez les fruits qu'on récolte et qu'on force à mûrir, et quand on était au village, même le fait de récolter quelques fruits de karité qui étaient presque mûrs, et les enfants avaient cette manière d'aller creuser la terre pour mettre ça, et 2 jours après on part enlever là. Les vieux là n'aimaient pas ça parce qu'ils disaient que ça entraînait des malheurs, ça entraîne ceci, cela. Voilà, donc déjà ça cet aspect là est à souligner. Il y a aussi le fait que ça joue sur l'environnement. Quand il y a une pression, ça joue sur l'environnement, voilà, et c'est pas intéressant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur manière de forcer le fruit à mûrir, là, pour le cas des lianes, j'ai appris qu'il y a des produits, qu'il y a des gens qui ont des produits. Ça reste à vérifier. Ils partent creuser autour des racines là, et quand on met ce produit et puis on renferme, alors tous les fruits là mûrissent automatiquement sur l'arbre et puis viennent le compter. Oh. Vous voyez, est-ce qu'on peut faire ça et puis ça ne va pas, si c'est vrai, si c'est avéré, est-ce qu'on peut faire ça, ça peut jouer sur l'arbre même qui est resté là-bas. Au-delà de récolter le fruit là, vous voyez ce qu'on entraîne comme situation à l'arbre qui est resté là-bas. Voilà. Donc, en plus de ça, quand on récolte le fruit, on vient, alors on le force à mûrir. Alors d'abord son goût n'est pas ça, et le fait qu'on mette des produits chimiques, ça va jouer sur la santé des populations. On a les maladies, qu'on appelle ça, les maux de ventre, les maladies diarrhéiques qui sont là et qui guettent. Et à long terme, les produits chimiques, comme on le sait, ce sont des causes de cancer. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et sans compter le fait que quand vous mangez ce genre de fruits là, alors si c'est votre première fois, on vous dit que les lianes, le karité c'est bien, vous croisez ce genre de fruits là, vous allez même refuser d'en manger prochainement parce que alors, vous êtes tombé sur la mauvaise formule. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, on va donner maintenant des conseils aux populations parce que il y a un document qui existe et qui explique en fait les périodes durant lesquelles on peut avoir les fruits. Alors, à quelle période justement on devrait récolter sainement en fait ces fruits-là? L'exemple, on va toujours rester sur nos exemples. Alors, quand vous prenez les fruits qu'on a cités, alors, il y a ce que nous vivons aussi, parce que chacun de nous a fait le village. Alors, certains ont fait le village. Et il y a aussi ce que le ministère de l'Environnement a fait sortir en 2008. Et comme document, un rapport sur la valorisation des produits forestiers non ligneux. Et ça montre dans chaque région les fruits qui sont disponibles. Et en fait, les plantes en général, l'utilité de ces plantes-là, y compris les fruits comestibles, et entre autres, il y a aussi le volet médicinal, mais ce qui nous intéresse, c'est les fruits comestibles. Et le document précise aussi les périodes auxquelles on peut trouver les différents fruits. Quand vous prenez par exemple les lianes, alors on sait que c'est à partir de juin. Fin mai, c'est peut-être dans certaines zones, dans certaines régions. Sinon, par exemple, la zone du centre-ouest et puis le centre ici, où j'ai fait quand même quelques années, je pense que c'est à partir de juin qu'on peut parler de lianes. À partir de juin, en allant vers août. Et quand vous prenez par exemple le raisin, les karités, c'est à partir de juin. Par exemple, au moment du BPC, comme le BPC ces dernières années, c'est en juin, on sait qu'il y a les lianes, il y a les raisins, alors il y a les lianes, voilà. Les mangues, il n'y a pas de problème, premièrement c'est déjà la période. Et les mangues en fonction des variétés, alors il y a des mangues qui produisent 2 fois dans l'année, il y a des manguiers qui produisent 2 fois dans l'année, et il y a des manguiers aussi qui produisent 1 fois, mais à partir de février, déjà on peut avoir des mangues en allant, en fonction des variétés, en fonction des zones. Mais l'essentiel, c'est que si les gens ont la bonne volonté, quand tu arrives, tu vois que le fruit est mûr, tu sais. Donc, voilà, on peut situer les gens sur la période.
Mais l'intéressé même qui arrive, qui va le fruit, s'il est mûr, il sait. Si le fruit est mûr, il sait. Donc c'est la mauvaise volonté là qui fait qu'on récolte avant la période de maturité. Sinon on sait, effectivement. Voilà. Maintenant, il revient maintenant aux populations de faire attention pour ne pas encourager ça. Parce que quand nous achetons ces genres de fruits là, et nous consommons directement ou nous transformons, c'est grave. Vous voyez, il y a des gens qui aiment jus de Weda. Mais quand vous partez, vous achetez jus de Weda où on a récolté d'abord, ce n'est pas bien mûr. On met des produits chimiques. Vous voyez les conséquences sur la santé. Mais après aussi, M. Keno, peut-être d'autres ne savent même pas en fait. Comment on se fait pour choisir le bon fruit? Parce que quand on ne sait pas en fait... Effectivement, je disais que si on voit le fruit mûr, je parle de ceux qui partent collecter directement au niveau de l'arbre. Quand c'est mûr, on sait. Maintenant, quand on amène ça en ville, on force le fruit à mûrir et puis on vend au bord de la voie. Puisque ces vendeuses-là, ces vendeurs et ces vendeuses ont toutes ces stratégies pour tromper les gens. Vous allez voir que les lianes sont là et quand vous regardez le fruit, même il est déformé, alors il est ridé comme ça, mais chaque matin, on part enlever les rameaux de lianes là, on vient attacher avec. Et quand tu regardes, pour le connaître, tu regardes les feuilles qu'on a ajoutées là, ça c'est des feuilles qui viennent d'être cueillies fraîchement. Et le fruit là même, alors quand vous regardez sa forme là, vous voyez que ça ne colle pas. Il y a déjà un problème. Donc quand vous regardez un fruit qui est mûr normalement, vous allez voir que quand vous le regardez, il est joli, il est beau. Il est intègre. Ça veut dire que c'est pas fendillé, ce n'est pas déformé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, et quand c'est les raisins aussi, quand c'est mûr naturellement, quand tu arrives, tu vas voir que c'est propre. Mais quand on force ça, puisqu'ils doivent récolter ça, et puis venir mettre dans des récipients, mettre les produits fermés. Donc quand vous arrivez, même il y a des odeurs même qui peuvent vous guider déjà. Voilà, c'est la qualité des fruits. Il faut faire attention. Sinon, on s'en tient aussi donc à la période que vous avez donnée. Commencez par exemple à consommer des lianes ou des raisins à partir de juin. Là, on est sûr peut-être d'avoir la bonne qualité. Voilà. Même si aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais même si aujourd'hui, quand on dise, on prône aussi la culture à toute saison, en fait, ça veut dire qu'il y a des gens aussi dans d'autres localités, c'est leur spécialité d'arroser leur manguier pour obtenir des mangues à tout moment ou d'arroser leur liane pour obtenir à tout moment. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, c'est des cas particuliers. Voilà. Et des cas particuliers qui existent, puisque si l'arbre est spécialement entretenu, la production et le nombre de fois dans l'année, ça peut varier. C'est ça. Voilà. Mais si c'est les arbres qui sont dans les forêts, là, en fait, il y a une certaine périodicité qui est déjà connue voilà, pour la production. Voilà, c'est un peu ça. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Keno. Je rappelle que vous êtes professeur d'SVT à Komsilga. Merci pour ces échanges-là. Et on va vous inviter à faire très attention, surtout à ceux qui sont à la recherche du gain. Coûte que coûte là, faites attention parce que vous ne faites pas du bien du tout à la nature. Évitez de cueillir ces fruits-là non mûrs pour venir mettre des produits chimiques et revendre. Pensez à la santé de la population. On n'est pas pressé de consommer des lianes, des raisins et autres. On sait que c'est des fruits saisonniers et voilà, de toute façon, il faut attendre le bon moment pour nous les faire manger et puis voilà, ça passera. Merci beaucoup de votre fidélité à Bonjour le Faso. Allez, à demain.